Et si je vous disais que dans les années 80 à 90, les autoroutes du Japon sont transformées en vrais circuits pour des jeunes fous et accros à la vitesse qui voulaient absolument repousser les limites. Mais ce monde-là, au Japon, était extrêmement bien organisé, avec plusieurs clubs qui se battaient pour être le meilleur. Mais il y avait un club au-dessus de tous, déjà connu pour leur vitesse exceptionnelle et pour la difficulté de l'entrée dans le club. Ils auront même un jeu vidéo à leur nom. Bienvenue dans l'histoire du Midnight. Et juste avant que la vidéo commence, merci énormément pour l'accueil que vous avez donné sur ma dernière vidéo. Mais il y a quand même un problème. C'est qu'il y a uniquement 1,5% des gens qui me regardent qui sont abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi quand vous avez fini cette vidéo, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker et lâcher un petit commentaire. Pour commencer cette histoire, on va retourner en 1970. Parce que c'est là que le street race va commencer à émerger au Japon. Et rien que pour commencer ici, on peut le diviser en deux grosses catégories. D'un côté, on avait les toge, et de l'autre côté, on avait ceux qui fonçaient sur les autoroutes. Et vu que j'ai déjà parlé de la première catégorie, des toge avec Eiichi Tsuchiya, aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième catégorie, les fous de la vitesse. Et tout a commencé sur l'autoroute E1, ou Tomei Expressway. Et c'est sur cette autoroute qu'on va pouvoir commencer à observer les premiers rassemblements et surtout courses du Japon. Et au début, ces événements, c'était des petits événements, souvent entre amis avec une dizaine de voitures. Et ces petits événements vont attirer de plus en plus de gens, jusqu'à arriver à des centaines de voitures lancées en même temps sur l'autoroute. La majorité d'entre eux, ce sera des bozoku, ou juste des amateurs qui veulent être là pour s'amuser. Mais dans ces milliers de personnes, il y avait à peu près 100 pilotes sérieux qui étaient là et prêts à tout pour repousser les limites. Leur nom, Ashiriya. Et ces 100 personnes, ils faisaient partie tous de clubs. Des clubs qu'on peut diviser en deux catégories. D'un côté, il y avait les voitures importées, et de l'autre côté, il y avait les voitures qui venaient directement du Japon. Et les clubs les plus connus de cette époque, on peut parler par exemple de TOPS Racing Team, Tokyo Group Shadow, Autobahn Racing, Porsche Corp, et évidemment Reamemiya Racing Team, qui était l'une de mes préférées parce que leur spécialité, c'était les moteurs rotatifs. Et ce qu'il faut savoir dans le tuning au Japon, c'est que cette époque va être extrêmement importante, parce que c'est là où on va commencer à avoir du vrai tuning et des grosses modifications. Par exemple, Reamemiya ira jusqu'à créer une K-Car qui pourra dépasser des Porsche. Oui, une petite marque comme ça sur l'autoroute japonaise a déjà atomisé plusieurs Porsche. Mais le club le plus connu à cette époque, c'était le American Car Club. Et c'est dans ce club qu'on va découvrir quelqu'un qui va être extrêmement important pour notre histoire, c'est Yoshida-san. Yoshida-san, à cette époque, c'était quelqu'un de jeune, qui venait de rejoindre le club. Et le groupe était connu pour ses drag races à Omotesando. Mais malheureusement, au bout d'un moment, elles vont arrêter. Mais Yoshida-san, il voulait pas s'arrêter là. Lui, ce qu'il voulait, c'était être le plus connu et le plus rapide sur les autoroutes du Japon. Et c'est avec cette idée en tête, dans le début des années 80, qu'il va créer son club, le Midnight. Et il commencera son aventure avec uniquement 4 membres et au volant d'une 911-930 Turbo. Et à cette époque, maintenant qu'il a créé le club, il ne reste qu'une chose à faire, prouver qu'ils étaient les plus rapides. Mais le problème au Japon, c'est qu'ils avaient énormément de concurrence. Et pendant les premières années de leur création, ils ne seront qu'un club parmi tant d'autres. Mais c'est là où Yoshida va avoir une très bonne idée et va penser différemment des autres. Lui, ce qu'il voulait, c'était de l'exposition. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va commencer à apparaître dans des magazines d'automobiles. Et sa première apparition vraiment marquante, elle se fera au circuit d'Yatabe, sur un record de vitesse. Et c'est là où Yoshida-san, au volant de sa 911-930 Turbo, une voiture qui d'origine porte déjà le surnom Widowmaker, faiseuse de veuve. Parce qu'à cette époque, sur cette voiture, les turbos ils poussaient énormément. Et vous avez pas intérêt que vos turbos se déclenchent en virage, sinon c'était fini. Et lui, vu qu'il devait sûrement pas avoir de femme qui l'attendait à la maison, il passera la voiture de 260 chevaux à 488 chevaux. Ce qui lui permettra d'atteindre les 298,75 km/h. Et c'est comme ça qu'à cette époque, il raflera le titre de la voiture la plus rapide de l'archipel. Et ce genre de record, ça va devenir un classique du Midnight Club. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, ces records, en passant dans les magazines, il leur donnait encore plus de notoriété, et évidemment, ça donnait à des gens envie de rentrer dans le club. Sauf qu'à cette époque, il y a eu un gros problème dans le street race au Japon. C'est qu'en fait, les courses sur l'autoroute de Tomei étaient devenues beaucoup trop connues. Et cette course est devenue connue, plus uniquement par les street racers, mais même par le public. Ce qui faisait qu'il y avait énormément de foule qui venait regarder les courses. Et évidemment, plus il y a de gens, plus il y a de risques d'accidents. Et c'est à cette époque qu'on verra énormément d'accidents qui vont aller jusqu'à tuer des gens qui regardaient la course. Et c'est à cause de tout ça que la police va devenir beaucoup plus stricte sur l'autoroute de Tomei. Mais vu qu'ils avaient beaucoup de chance, une nouvelle autoroute va ouvrir autour de Tokyo, le Wangan. En vrai, cette autoroute, elle a été ouverte 5 ans plus tôt, mais on sait pas pourquoi, aucune team n'y est allée. Et le Midnight ayant bien compris que les yeux de la police étaient sur l'autoroute de Tomei, ils vont se lancer
sur cette nouvelle route. Et ils seront les premiers à organiser des courses sur le Wangan. Et au début, ces courses, ils les faisaient que entre membres du club. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le club avait quand même pris en envergure. Avec toute la notoriété qu'ils avaient gagnée à travers les journaux, ils avaient commencé à remplir de plus en plus leur rang. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le Midnight Club? Déjà, il faut être rapide, mais pas un peu rapide, il faut être extrêmement rapide. Il faut savoir que les battles, ils allaient jusqu'à 300 km/h. Et surtout, le plus important, c'était de maîtriser son véhicule et d'être en totale maîtrise de la situation. Parce que n'importe quelle erreur à ce genre de vitesse déjà pouvait vous coûter la vie, et n'importe quelle petite erreur faisait que vous étiez viré du club. Parce que ne pas mettre les civils en danger, c'était la règle d'or du club. Et après avoir réussi ce test, vous serez apprenti et on vous donnera un stickers rose. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous faites partie du club, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le Midnight va se réunir, il faudra être là et prêt à courir. Mais en tant qu'apprenti, ce que vous voulez vraiment, c'est ce sticker argenté. Et c'est de là que les choses sérieuses commençaient. Parce que en plus de respecter le credo de la team, c'est-à-dire être toujours en contrôle, il fallait s'améliorer et aussi améliorer son véhicule. Et surtout que cette période, elle pouvait durer jusqu'à 5 ans. Et pour pouvoir passer au rang supérieur, il fallait participer à des courses. Et ça s'organisait comme ça. Déjà, les courses se passaient le dimanche soir, parce que le dimanche soir, c'était le moment où les autoroutes étaient le plus vite possible. Et le premier point de rendez-vous, c'était le garage de Yoshida-san. Il était spécialisé dans le tuning de Porsche, donc toutes les Porsche du groupe étaient passées par ce garage. Et quand tous les membres s'étaient réunis, c'était le moment de se diriger vers les autoroutes, plus précisément à Narashino. Et lorsqu'ils arrivaient sur l'autoroute, ils envoyaient des personnes faire leur repérage, et quand c'était fait, les battles pouvaient commencer. Il faut bien comprendre qu'il y avait deux styles de battle, avec des enjeux bien différents. Le premier, c'était les battles entre membres du groupe. Donc là, c'était juste pour tester et pour regarder qui était le plus rapide. Et après beaucoup de battles amicaux sur le Wangan, il fallait passer au battle officiel. Et c'est ce deuxième point qui va vraiment aider le Midnight à se populariser. Parce que après avoir fait beaucoup de courses amicales, ils vont commencer à inviter d'autres teams sur le Wangan. Et c'est à partir de là qu'on va voir le début des courses officielles du Midnight. Et les courses officielles, il y a un enjeu énorme derrière. Parce que déjà, faut que le boss ou quelqu'un de plus important que vous soit d'accord pour que vous fassiez cette course. Et là, ce sera à vous de montrer que vous méritez votre place. Parce que perdre dans le Midnight, ce n'est pas une option. Vous n'avez pas le droit de perdre. Et si vous perdez la course, vous quittez le club directement. Donc avec cette politique, on peut comprendre comment ils ont fait pour rester le club le plus rapide du Wangan. Et à cette époque, le Midnight continuera de gagner les courses et de remplir ses rangs, mais Yoshida ne va pas perdre d'esprit son objectif. Il voulait être rapide, mais aussi il voulait être connu. Et c'est comme ça qu'en 1985, sa 930 Turbo va apparaître au Tokyo Auto Salon Show. Mais pour Yoshida, il y avait quand même un truc qui traînait encore dans son esprit. C'est que son record avait déjà été battu 2 fois. Et le record actuel était à 313 km/h. Et ce record, il faisait peur au Midnight, parce que certes c'était sur le circuit d'Yatabe, mais ces voitures, ils allaient les retrouver sur le Wangan. Et c'est à partir de là que le Midnight a commencé à faire des vraies modifications. Et comme Yoshida, il voulait le meilleur en termes de tuning pour sa Porsche, il va lui mettre des barres stables, un nouveau système de freinage, et surtout, il va envoyer un fax à Porsche Allemagne. Et c'est là où on se rend compte qu'on est clairement à une autre époque, parce que Porsche va accepter. Et du coup, Porsche va s'occuper de régler parfaitement la voiture, au point où ils vont aller jusqu'à la tester sur le Nürburgring. Et quelques temps plus tard, voulant encore plus de puissance, il passera la voiture de 488 chevaux à 542 chevaux. Mais c'est pas le seul du groupe à avoir fait de grosses modifications sur sa voiture. On peut aussi parler de la 130Z de Yamada-san, le vice-chef du groupe, qui elle recevra un 600 litres de chez Nissan couplé à 2 gros turbos capables de développer jusqu'à 600 chevaux. Et pour vous réaliser un peu la puissance que ça représente dans les années 80, faut comprendre que la voiture la plus puissante de série, c'était la F40 avec 478 chevaux. C'est comme si en 2024, vous avez une voiture plus puissante qu'une Jesko. Et du coup, après 1 an et 2 mois de travail, la voiture va revenir au Japon. Et déterminé à battre son record, il va se lancer sur le circuit d'Yatabe et il va réussir à battre son record, mais pas à battre le record avec un 303 km/h, qui bien évidemment ne plaira pas à Yoshida-san. Mais il a eu aussi un problème pendant la run, c'est qu'il a cassé les segments. Donc il a une bonne excuse pour la renvoyer chez Porsche. Et là, Porsche ne rigole plus du tout. Ils sont plus là pour faire des réglages, mais ils vont aller jusqu'à tester 5 moteurs, 4 vont exploser et 1 va résister. Ce sera le moteur d'une 934. Donc littéralement, là, ce n'est plus une voiture de route, mais une voiture de course. Et ils vont la garder en boîte 4, mais très loin de celle d'origine. Parce que le volant moteur et l'embrayage seront empruntés à une 956 GRC. Et elle sera évidemment tunée pour la vitesse max, avec une première qui permet d'atteindre jusqu'à 120 km/h, une troisième qui permet d'aller jusqu'à 250, et une quatrième qui, théoriquement, permet d'arriver à 340 km/h.
Et lorsque la voiture sera de retour au Japon, il fera plein de modifications esthétiques. Mais celle que je préfère, c'est le fait qu'il ait mis des compteurs de 959 inclinés pour être sûr de voir lorsqu'il sera dans des très hautes vitesses. Et le dernier point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est le prix des modifications. À cette époque, Yoshida dira qu'il a dépensé 100 millions de yens dedans. Mais 100 millions en 1988, ce qui représente 1,2 million d'euros en 2024. Et pour reparler du Midnight, tout se passe bien pour eux. Ils apparaissent quasiment tous les mois dans Option Magazine et ça leur fait une pub énorme. À partir de ce moment-là, au Japon, tout le monde connaît le Midnight. Mais ce qui va les pousser au-delà des frontières de l'archipel, c'est un manga. Wangan Midnight, écrit par Michiharu Kunozoki. Ce sera un manga qui parle de courses illégales au Japon et il y aura clairement des énormes inspirations venant du Midnight Club. Et l'exemple le plus marquant, ce sera sur les deux voitures les plus importantes de l'histoire. En premier, une 930 Turbo renommée la Blackbird, qui est clairement inspirée de la voiture de Yoshida. Et la plus connue, la Devil Z, qui est évidemment inspirée de la voiture de Yamada. Et ce manga va tellement recevoir un bon accueil du public, qu'après ses 46 tomes, il sera adapté en animé. Et il sera tellement un classique parmi les fans de JDM, qui recevra une nouvelle adaptation en 2016. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu une renommée planétaire. C'est-à-dire, si vous aviez une voiture, c'était quasiment sûr que vous connaissez Midnight. Ils vont devenir des légendes vivantes, et ce statut ne va pas les empêcher de faire la course. Ils vont continuer à se battre sur le Wangan à des vitesses impensables. Et ils vont continuer à montrer leur supériorité aussi sur le circuit d'Yatabe, parce qu'entre 92 et 97, ils vont faire énormément de records. Et ces records, ils vont commencer avec Yoshida qui aura sa 930 enfin complètement préparée, et qui se lancera sur le circuit d'Yatabe, ne faisant que 308 km/h. Mais ne vous inquiétez pas, c'était pas de sa faute, c'était juste que les conditions n'étaient absolument pas bonnes pour faire un record. Il y avait beaucoup de brouillard et il a plu. Et faire 308 km/h sous la pluie, ça reste très impressionnant. Mais évidemment, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les autres membres du club se lancent aussi dans des records. Et c'est en 1995 où on aura cette magnifique double page dans le Option Magazine avec énormément de records des membres. Et le membre le plus rapide, ce sera avec une GTR R32 qui atteindra les 321,51 km/h. Et après quelques années de bataille sur le Wangan et sur le circuit d'Yatabe, le record de vitesse ultime du Midnight Club sera fait par une Porsche. Mais pas la Yoshida spéciale, une 964 qui atteindra les 332 km/h. Et je vous dis le record ultime parce qu'en 1999, il va se passer quelque chose de très grave pour la team. 3 membres étaient en train de faire la course tranquillement sur le Wangan quand ils se sont embrouillés avec des Bosozoku. Les Bosozoku les ont poussés dans des endroits où il y avait plus de trafic. Et vous allez me dire, c'est une soirée classique pour le Midnight, mais pas cette fois. Parce qu'après quelques temps, et le ton qui commençait à monter de plus en plus, ils commençaient à prendre de plus en plus de risques. Et malheureusement, un accident va arriver. 2 Bosozoku vont y laisser la vie, et 6 civils vont être touchés. Et suivant la règle d'or, le Midnight va disparaître en une seule nuit. Oui, une seule nuit et le lendemain, il n'y aura plus de club et plus de membres. Tout ça à cause de leur serment, interdiction de mettre en danger les civils. Et c'est comme ça que le club le plus légendaire va s'éteindre. Sauf qu'en fait, il y a un problème dans cette histoire. Un crash aussi important serait simple à retrouver sur internet. Ça paraît évident. Le crash qui a mis fin au Midnight Club, le club le plus connu de street racing au monde, on devrait trouver facilement des informations. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien. Pas une news de journal, pas un rapport de police, rien du tout. Mais malgré tout, ce pseudo-crash va nous permettre d'éclairer une sombre vérité sur le Midnight. Et on va avoir le début de notre réponse lorsque Max Power, un magazine, va décider d'interviewer l'un des meilleurs tuneurs de l'époque, Masuru Osoki. Et c'était aussi lui qui avait battu le record de Yoshida en 1989, étant le premier à atteindre 300 km/h au Japon. Et l'intervieweur va poser une question par rapport au Midnight. Il va lui demander quel est son avis sur le fait qu'il court à plus de 300 km/h sur des routes ouvertes. Et il répondra que c'était beaucoup mieux que la course sur circuit, parce que c'était un truc d'homme et que c'était à propos de la vitesse. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réponse de l'intervieweur. Parce qu'il répondra que quand même, l'année dernière, il y a 7 personnes qui sont mortes à cause de leur course. Mais le problème, c'est que l'interview, elle se fait en 96, et qu'il parle d'un crash qui s'est passé 1 an auparavant. Et c'est à peu près ici où l'histoire part en couille, on va dire. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et surtout, si l'accident de 95 est vrai, pourquoi le Midnight n'a pas arrêté là? Est-ce que leur code de conduite pour ne pas mettre les civils en danger était faux, et c'était juste un prétexte pour rendre quelque chose de ultra dangereux respectable? Et surtout, s'ils se sont pas arrêtés en 1995, pourquoi est-ce qu'ils se seraient arrêtés en 1999? Et même, est-ce qu'ils se sont vraiment arrêtés? Eh ben on va répondre à ça, et déjà on va s'intéresser à quelque chose dont j'ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, la police tout simplement. Parce que à partir de la moitié des années 90, la police a commencé à resserrer de plus en plus l'écrou sur les street racers. Et du coup, le Midnight, est-ce qu'ils se sont fait disparaître
pour échapper à ça, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'à l'époque, le Midnight Club était quand même des gens assez riches. Et que dans ces personnes, il y avait des gens qui occupaient des postes très élevés dans la société. Et au Japon, il y a énormément d'apparence. Et je pense que c'est cette caractéristique du pays qui a créé la fameuse règle où il ne fallait pas mettre les civils en danger. Et cette règle, à rajouter, pour le club, ça apporte des avantages énormes. Déjà, un respect du grand public, et même dans la police, ça donne moins envie de les poursuivre quand tu sais qu'ils font ça en mettant personne en danger. Et du coup, cette règle, il y a plus de chances qu'elle n'ait jamais existé. Parce qu'on n'a aucun endroit où un membre du Midnight dit officiellement que cette règle existe, et en vrai, elle ressemble plus à une légende urbaine. Et le dernier problème de cette époque pour le Midnight, c'est que la RX-7, la Supra et la GT-R R33 étaient sorties, ce qui rendait beaucoup plus accessible des très hautes vitesses, et surtout qu'il y avait énormément de magasins de tuning au Japon maintenant. Donc si vous avez les billets, vous pouvez avoir des voitures qui sont aussi rapides que celles du Midnight. Et la cerise sur le gâteau, je pense, c'est comme je vous l'ai dit, c'était des personnes riches. Qui dit riche, dit souvent poste à responsabilité. Et du coup, ils avaient une image publique en dehors de leur image de street racer. Et sachant qu'ils s'étaient pratiquement jamais cachés, tout le monde commençait à savoir qui était dans le Midnight Club. Et la conséquence de tout ça, je pense, c'est de faire croire à un accident en 1999 pour mettre fin au Midnight et aussi éviter toute poursuite. Et du coup, c'est comme ça que dans les années 90, le street race au Japon va commencer à perdre en vitesse. Enfin, pas totalement non plus, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Et juste avant de voir quel était l'avenir des membres du club, je vais vous parler d'un truc. Il y a pas mal de fausses rumeurs autour du Midnight. Par exemple, il y a des articles qui disaient que si tu avais un faux sticker sur la voiture, il te cassait la voiture. Évidemment, on est au Japon, c'est totalement faux. Au max, il t'enlevait stickers. Et aussi un autre point que j'ai vu énormément, c'est de dire que le Midnight était concentré uniquement sur de la ligne droite. Je sais pas si vous avez déjà joué à Assetto Corsa ou si vous avez déjà vu l'autoroute au Japon, mais c'est tout sauf de la ligne droite. Donc le Midnight s'entraînait aussi dans les virages. Parce que à la fin du Midnight, là où il courait, c'était la boucle C1. Et je pense que vous le voyez sur votre écran, c'est très très loin d'être droit. Et même si on va plus loin, en 1985, il y a un membre du Midnight qui a réclamé le record absolu sur un Touge. Mais avant de s'intéresser à l'avenir du Midnight, on va aller voir l'avenir de quelqu'un de très important, Yoshida. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Yoshida, après 1999, il va réapparaître quelques fois avec sa Porsche et au début des années 2000, on ne la verra plus du tout. Jusqu'à qu'en 2015, Speed Hunter la retrouve dans une concession. Mais la question qu'on pourrait se poser du coup, c'est pourquoi est-ce que Yoshida mettrait sa Porsche en concession? Après tout l'argent qu'il a investi pour en faire une machine de guerre, pourquoi la revendre? Et bien en fait, cette réponse, on l'aura quelques années après. Parce que quelques années après, en 2019, Yoshida, il va se faire arrêter. Et il va se faire arrêter pour fraude, parce qu'il va faire croire à des concessions qu'il va pouvoir leur avoir des voitures exclusives comme une 918 et la Ferrari, tout ça en échange de millions de dollars. Sauf que évidemment, ils n'ont jamais vu la voiture. Et il se fera arrêter 2 fois pour ça, une fois en 2018 et une fois en 2019, et il le justifiera par le fait qu'il devait rembourser des dettes. Alors vous allez me dire des dettes par rapport à sa Porsche, pas du tout. Juste qu'il a fait des business qui ont totalement raté. Donc du coup à cette époque, pour ceux qui espéraient un retour du Midnight, c'était littéralement mort, parce qu'avec leur chef derrière les barreaux, c'était fini. Mais en 2019, ils ont pris une résolution. Ils ont décidé d'élire un nouveau chef, Tadao Tamura. Et c'est lui, pilote de la RX-7 bleue, qui va redonner de la lumière au Midnight. Déjà, en créant un site internet nous permettant de voir tous leurs records et leur histoire, en enlevant une grande partie des rumeurs qui étaient fausses, et aussi le plus important, en poussant le Midnight en dehors des routes ouvertes, les mettant au circuit. Et c'est comme ça que maintenant, si vous allez au circuit de Tsukuba, ouvrez bien l'œil, parce que vous pourrez peut-être voir une RX-7 ou une GT3 RS avec le logo Midnight. Et du coup, au final, c'était des légendes ou des criminels? Et ben en vrai, c'était un peu des deux. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté légende, il n'existe que en dehors du Japon. Au Japon, c'est des street racers parmi tant d'autres, certes les plus connus, mais clairement pas des dieux de la route. Et d'un point de vue extérieur au Japon, c'est quand même des légendes qui, 32 ans après la création de leur club, sont connues encore dans le monde entier. Et de l'autre côté, c'était clairement des mecs qui n'en avaient rien à foutre des civils sur la route. Donc clairement, ce club a marqué au fer rouge l'histoire du street racing. Est-ce qu'ils étaient respectables au point où on a voulu nous le faire croire? Pas vraiment. Mais clairement, c'est le plus gros club que le Japon a jamais créé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a pris beaucoup de temps à sortir parce qu'en vrai les recherches étaient extrêmement compliquées. Il y a plein de trucs qui se contredisent et beaucoup d'informations fausses qui circulent. Donc s'il y a des erreurs que vous avez remarquées, l'espace commentaire est fait pour ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on ne dit pas Midnight Club, mais Midnight tout court. Midnight Club, c'est à cause du jeu créé par Rockstar. Voilà, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci énormément pour la force que vous me donnez en ce moment et on se retrouve pour une prochaine vidéo.